Bonjour, cette vidéo a deux particularités. Premièrement, le sujet, la conception d'IHM, où nous abordons des recommandations pour le SCADA en général et pas spécifiquement pour Panorama E2. Même si dans la partie démo, on présente l'utilisation de la nouvelle fonctionnalité des composants d'IHM présents depuis Panorama Suite 2020. La deuxième particularité, c'est le format de la vidéo. Nous utilisons d'autres outils et méthodes pour la réalisation du webinar et de la vidéo. Donc je voudrais votre retour par mail ou dans les commentaires sur ces deux points. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau web séminaire sur les fonctionnalités de Panorama. Le sujet du jour, c'est la conception d'IHM ergonomique et design d'application. N'oubliez pas de poser vos questions tout au long du web séminaire sur l'interface Webex et nous y répondrons en fin de présentation. Il y a aussi un sondage qui est prévu à la fin, je vous demanderai d'y répondre pour faciliter le retour et l'amélioration des sujets abordés. Tout de suite, le sujet et l'agenda. Aujourd'hui donc, le design d'application et les composants d'IHM Panorama. Donc pour ce faire, je serai accompagné de Selim Moudjou. Bonjour. Qui est notre apprenti UI UX designer chez Codra depuis un peu plus d'un an. Tout d'abord, pour l'agenda, expliquer pourquoi nous avons choisi de réaliser ce web séminaire aujourd'hui. Nous avons étudié et exploré plusieurs pistes pour pouvoir découvrir les outils qui nous ont conduits à la conception d'un design system pour Panorama. Bien sûr, s'en suivra une démo où on mettra en œuvre ces réalisations dans Panorama au travers de l'utilisation de composants d'IHM. Bien sûr, comme d'habitude, à la fin, un résumé avec les rappels, la conclusion et l'ouverture. Donc tout d'abord, en guise d'introduction, les raisons pour lesquelles nous avons souhaité réaliser, vous présenter aujourd'hui ce web séminaire. Donc tout d'abord, il y a les composants d'IHM, les nouvelles fonctionnalités de Panorama Suite 2020, qui vous permet de construire des choses plus élaborées dans Panorama, donc de passer plus de temps sur la conception d'IHM, car elle devient réellement réutilisable comme les composants traditionnels de Panorama. Et donc vous pouvez imaginer des outils, des dispositions, des boutons, des menus, des navigations dans Panorama. Le deuxième point, c'est le succès qu'a eu le démonstrateur Panorama Experience. Donc c'est des choses que vous avez pu voir en web séminaire, que vous avez pu voir sur des salons. Le démonstrateur Chocodra, Codra Tower, pour lequel nous avons des retours positifs et même des demandes de nos clients. Du coup, nous avons commencé à réfléchir à élaborer un design pour Panorama et nous sommes posés des questions sur l'ergonomie, une ergonomie réfléchie, sur quel sujet, sur quelle orientation, quels sont les outils, quelles sont les documentations qui existent à ce sujet. Et nous avons donc trouvé deux grandes sources concernant la conception d'IHM, les guides industriels que j'ai déjà abordés, le consortium ASM, le Situational Awareness, et d'autres outils qui sont les outils du I et du X que présentera Selim juste après. Donc très rapidement, l'étude de ces deux pendants a nécessité de cerner un petit peu plus nos objectifs, et donc qui sont principalement tournés sur les composants d'IHM de Panorama. Il nous a fallu donc définir et simplifier l'utilisation de nos outils, détailler des comportements, faire évoluer visuellement notre charte graphique, charte visuelle. Donc, définir et simplifier l'utilisation, eh bien, c'est se concentrer sur des besoins essentiels, définir des boutons, des dispositions, des encarts, des navigations, de rendre l'utilisation de ces composants relativement simple, mais pas pour autant de faire des composants archi simples, et aussi dans ce sens, qu'est-ce que serait un bon design, une bonne ergonomie sur des composants assez génériques. Le deuxième point, c'est de détailler les comportements, de parfaire un petit peu les visuels liés à ces comportements, de compléter ces comportements aussi. Donc par exemple d'afficher, de faire un petit mouse over au survol de la souris, de changer un petit peu, créer des animations. Tout ça dans des éléments qui sont réutilisables, donc de passer plus de temps sur la conception et la réalisation d'un modèle, plutôt que de faire des boutons relativement simples par exemple, et de les faire systématiquement dans toutes les IHM.
Enfin, la question se pose, c'est de faire évoluer visuellement les contenus Panorama, donc tout ce qui va graviter autour de la démo standard qui est livrée avec Panorama E2, pour avoir une certaine cohérence, voire une identité visuelle. Deuxième point, l'exploration de ces différentes thématiques au travers de l'explication et de l'étude réalisée par Céline. Tout à fait, merci Julien. Donc, comme m'a présenté Julien, je suis Selim Moudjou, alternant en UX UI design chez Codera. Et donc, en ce qui concerne vraiment le design dans les applications Panorama, on a eu un gros travail de recherche, donc pour tous les points qu'a dit Julien auparavant. Et donc, le premier travail de recherche a été de se recentrer un peu sur le cœur de Panorama. Qu'est-ce que c'est concrètement Panorama et où ça se situe dans le monde des applications aujourd'hui. Donc, on a réalisé cette petite illustration qui présente les différentes typologies d'applications qu'on peut rencontrer tous les jours ou non pour certaines, c'est ce qu'on va voir. Donc, il y a tout d'abord les applications grand public, qui sont celles que vous pouvez avoir sur votre téléphone actuellement, donc des Spotify, YouTube, Instagram, tout ce genre de choses, qui sont des applications assez simples d'utilisation et, comme leur nom l'indique, destinées au grand public. On a un autre pôle, les applications de bureautique, qui là, pour le coup, vous avez peut-être aussi sur la petite barre Windows en bas de votre écran, ou peut-être une ouverte, qui sont des applications comme la suite Office, Word, PowerPoint, donc des applications un peu plus complexes, si je puis dire, que les applications grand public, mais tout à fait accessibles. Et on a en dernier point les applications dites expertes, des applications vraiment très professionnelles, qui sont là beaucoup plus compliquées à utiliser et destinées à des utilisations plus précises et pointues qui peuvent nécessiter une formation, donc des choses assez techniques à maîtriser. Et comme le monde n'est pas tout noir ou tout blanc, les applications ne sont pas forcément sur ces pôles et peuvent graviter autour de certains de ces pôles, comme les applications Adobe, Photoshop ou Visual Studio, qui sont donc plus sur l'axe bureautique expert, qui sont des applications assez complexes, mais que certaines personnes peuvent utiliser au jour le jour pour faire des montages sur Photoshop, par exemple. Et donc, Panorama et les applications E2 sont, elles, un peu partout sur le triangle en termes de publics qui vont utiliser ces applications. Donc, on voit qu'elles sont assez expertes, mais pour certaines d'entre elles, comme par exemple une application de gestion de bâtiment, peut être utilisée par une personne dite grand public. Donc, pour parfaire encore plus cette explication, on a fait ce gradient qui permet de visualiser le niveau d'adaptation dont va avoir besoin l'utilisateur face à cette application. Par exemple, une application grand public peut être ouverte et en 5 minutes, on comprend le fonctionnement, on peut trouver l'information recherchée et ça ne nécessite pas une grande adaptation de la part de l'utilisateur, étant donné que ce sont principalement des applications destinées au grand public et surtout à faire une certaine consommation de temps dessus. Et de l'autre côté du gradient, tout à droite, les applications expertes, quant à elles, on peut se sentir un peu perdu à la première ouverture, et c'est pour ça que je disais auparavant, par exemple, que ça peut nécessiter une certaine formation. Et donc les applications évoluent sur ce gradient en fonction justement de ce niveau de complexité. Et donc, côté expert, il y a même des recommandations par typologie de métier. On peut notamment citer la RT 2012, qui fait principalement ses recommandations du côté GTB en bas et énergie à droite. L'ASM, très spécialisé dans l'oil and gas. L'EMUA, qui est un peu plus large. L'ISA 101. Et donc, pour les applications Panorama, comme on a vu, qui ont une certaine hétérogénéité, excusez-moi, dans le public visé, on vient s'étaler un petit peu sur ce radar, puisqu'on adresse ces différentes problématiques. Et donc, Panorama adresse ces différents métiers, mais est quand même là pour accompagner sur chaque projet. Côté utilisation UI/UX, on a donc différents outils qui nous permettent de prendre en compte le design dès le début
la conception d'un projet, comme le wireframing qui permet de correctement designer son interface, la disposition et la taille des éléments. Le user journey qui est un peu plus orienté UX, où on vient s'intéresser aux pratiques des utilisateurs, à leurs besoins, à leurs difficultés rencontrées. Et l'arborescence qui permet de là avoir une vision plus complète de la navigation de son interface. Et donc, on a également le design system, qui est l'outil principal que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc la question qui vous brûle les lèvres, qu'est-ce qu'un design system? Un design system, c'est un document qui sert de référentiel unique et qui vient avec 3 points principaux. Il vient définir le style visuel, les usages et le langage. Donc le style visuel qui grossièrement est plus l'aspect UI, donc la couleur des boutons, un peu la charte graphique et l'esthétique globale des différents points du design system, et une partie plus UX sur les usages et le langage. Donc ça peut être les gestes de navigation, les choses comme ça, qui viennent vraiment définir ce qu'on appelle un langage, l'UX Writing, avec des gestes qui peuvent devenir forts, comme le swipe ou les boutons like sur les applications de réseaux sociaux les plus populaires. Ce référentiel va être vivant, puisqu'il peut être alimenté en continu. Il est agnostique, il ne dépend pas des technologies utilisées, et il utilise les principes de l'atomic design. L'atomic design, qu'est-ce que c'est? C'est une méthodologie UX qui vise à faire le plus petit pour avoir quelque chose de construit à la fin. Donc vraiment toujours cette pensée du design à la base. Si on fait correctement ces atomes, on peut les assembler en organismes et avoir une page assez complète. Donc les exemples d'atomes et de molécules les plus connus et qu'on a mis en place dans notre propre design system sont par exemple les couleurs. Donc les couleurs principales qu'on a utilisées qui permettent de mettre en évidence les interactions principales d'une interface, d'une IHM, et les couleurs de backgrounds, par exemple un blanc et un bleu nuit, pour faire par exemple des thèmes light et dark. Et des autres atomes très importants dans un SCADA, les alarmes. On s'est beaucoup attardé sur ce point, et comme il n'y a pas de consensus réel entre les différentes recommandations qu'on a pu voir auparavant, l'ASM, etc., on a complété ces différentes recommandations et on a eu une réflexion personnelle là-dessus, avec par exemple des couleurs choisies expressément pour ne pas être des couleurs absolues et fatiguer rapidement l'œil d'un opérateur qui pourrait passer une durée prolongée, et également des couleurs qui prennent en compte les différentes déficiences visuelles qui ne sont pas forcément rédhibitoires dans certains métiers auxquels nous nous adressons. Il y a également des formes avec des coins arrondis plutôt que tranchants, toujours dans cette volonté de ne pas fatiguer l'œil de l'opérateur. Et ce qui a été assez intéressant au cours de ces recherches, c'est qu'on a vu que toutes ces méthodologies et ces façons de penser du design correspondent très bien à la philosophie de Panorama, et notamment l'outil des composants d'IHM. Donc ces composants d'IHM qui permettent de vraiment avoir des éléments visuels qui vont être des boutons, de la navigation, faire les choses bien au début, peut-être facilement factorisés sur l'ensemble d'une application, notamment des scripts de contrôle ou les composants qui peuvent être imbriquer les uns dans les autres et faire des sous-composants. Mais dis-moi, Jamie, concrètement, c'est fait comment? Eh bien, très bonne question, merci de l'avoir posée. Ceci est une application que certains d'entre vous auront peut-être vue en formation, une application d'une usine fictive de production de Coca-Cola, donc un soda. C'est une application qui, comme je l'ai dit, a été faite pour la formation et qu'on a voulu refaire pour mettre à l'épreuve notre design system. Sur cette application, il y a toutes les bases d'un bon dashboard. Simplement, il y a quelques axes d'amélioration qu'on peut travailler assez aisément si le design system est mis en place correctement. On voit par exemple on a production Coca-Cola 0
et pareil pour le stockage, et un onglet logistique, qui sont là séparés de manière équidistante, mais le cerveau humain aime bien regrouper les choses similaires. Donc en regroupant simplement ces onglets, on pourrait déjà avoir une navigation plus simple en lecture rapide. Il y a également des couleurs qui sont utilisées à travers l'IHM, qui sont utilisées sur des points différents. On va avoir du mal également à savoir quelle couleur indique quelle information. Est-ce une information importante ou non, sachant qu'une mauvaise lecture d'une couleur et d'une information peut engendrer derrière des problématiques en termes de logistique, voire de vie humaine. Et on a également, par exemple, des boutons qui sont presque similaires, mais qui ont l'air d'avoir des choses différentes, notamment dans les pastilles de la logistique, où il y a également des pastilles à droite des jauges dans la production et le stockage. Là encore, on ne sait pas correctement lire l'information. Donc voilà ce que ça donne si on applique déjà ces quelques principes assez basiques, en regroupant les onglets de production, de stockage et de logistique, en appliquant les couleurs du design system, où là on a un bleu sur les éléments principaux et les couleurs d'alarme qui ressortent très bien, et on voit rapidement ce sur quoi on peut agir, qu'est-ce qu'il y a d'urgent. Et enfin, ces pastilles qui sont simplement réservées à la logistique à droite. Et donc là, on a pris le parti de partir sur un thème dark, mais voilà ce que ça peut donner en thème light, où là, c'est une application qui a été réalisée lors d'une prestation externe à une agence de design spécialisée. On voit également que ces grands principes ont été respectés. On a une IHM assez claire, lisible, et la mise en surbrillance des informations nécessaires par la couleur principale ou les alarmes. Et donc je passe la main à Julien qui va vous montrer comment cela se met en place concrètement dans Panorama. Voilà, on est parti. Donc on est dans Panorama Studio, pour les personnes qui connaissent un petit peu Panorama, dans une application pour laquelle je vais ajouter eh bien, ce qui a été présenté par Céline tout à l'heure, un nouveau composant d'exploitation, un composant d'IHM qui va représenter les alarmes. L'idée... Voilà, on va appeler ça icône d'alarme. L'idée, c'est de vous présenter aussi un petit peu l'outil Panorama, et en particulier l'aspect designer. On retrouve ici les mêmes comportements que vous avez l'habitude d'utiliser pour les composants fonctionnels. J'ai créé un composant d'IHM, ou composant d'exploitation. On va utiliser les mêmes règles de bonne pratique de conception des composants en présentant les propriétés principales, en exposant les propriétés principales en haut du composant, qui va permettre de faire l'interface entre cet objet-là et puis les autres objets qui vont l'utiliser. Donc par exemple, on va avoir une chaîne de configuration qui va me permettre de définir le libellé, et puis on va définir aussi la priority, qui va être un entier de configuration. Là c'est alarme, label, libellé, l'alarme, et en dessous on va mettre priorité, prio 1 à 4. Et ça va permettre de représenter les différents éléments. L'idée, bien sûr, comme toujours, c'est que les propriétés principales permettent de configurer et d'utiliser l'interface du composant, et ne pas avoir besoin de savoir comment il est conçu pour pouvoir l'utiliser. Ne pas avoir à descendre dans l'arborescence, puisqu'on a vu qu'on peut avoir des sous-composants, on peut avoir des choses relativement complexes en dessous. Et bien, ne pas avoir à paramétrer ces éléments-là pour pouvoir utiliser le composant. Pour ce composant, on va principalement créer une vue, une générale vue, qui va être icon view. Et dans cette vue, on va définir eh bien, les représentations qui nous intéressent. Donc, dans l'aspect pratique, je vais avoir une grille assez grande qui va me permettre de concevoir et de dessiner des grands éléments dans mon IHM, que je réduirai ensuite par Ometici dans la vue. Je vais dessiner quelques traits de construction qui vont me permettre de 4, 6, 8, 10 par exemple, ce genre de choses, qui vont me permettre de concevoir ma représentation. Donc je vais dessiner par exemple le triangle des alarmes, mais je vais pas faire un triangle régulier pointu. Je vais essayer d'arrondir les angles pour essayer de concilier les bonnes pratiques de l'UI et l'UX et aussi les recommandations ASM.
Donc j'utilise l'outil courbe qui va me permettre de tracer des éléments dans mon graphique. Voilà. Le fait d'utiliser des grandes représentations, des grandes grilles, et bien me facilite la construction de mon élément. Je fais ça de manière un peu aléatoire pour avoir quelque chose qui représente un triangle légèrement arrondi. L'idée, pour le coup, c'est pas forcément de faire un très très grand design, mais c'est d'avoir quelque chose qui se comporte correctement par rapport à ce que je souhaitais construire. Voilà, j'ai une représentation. Je vais peut-être la réduire un petit peu. On va augmenter la densité de traits, puisque, in fine, mon élément visuel il est beaucoup plus petit. Je vais enlever ces éléments de construction. Et voilà. J'ai la représentation triangulaire qui évite d'user visuellement l'œil de l'opérateur. Les couleurs ne sont pas des couleurs absolues, des couleurs choisies qui sont exactement celles de la charte du système design panorama. Et on peut très bien imaginer donner une certaine transparence à l'élément quand l'alarme est par exemple disparue. Ou bien on peut imaginer transformer les traits en pointillés lorsque l'alarme est acquittée, ou ce genre de comportement. On peut aussi envisager le clignotement et l'utiliser vraiment avec parcimonie dans Panorama, dans tous les IHM de manière générale, pour éviter l'effet un petit peu sapin de Noël. Parce que faire clignoter quelque chose pour attirer l'œil de l'opérateur, c'est bien, mais lorsque tout commence à clignoter, on perd beaucoup de pertinence. Et aussi des choses qui clignotent en permanence perdent beaucoup d'intérêt, l'attention de l'opérateur. Donc à utiliser vraiment de manière très sporadique. Voilà, j'adapte le contenu, la vue à son contenu, et je ne câblerai pas, puisque c'est exactement les approches traditionnelles que vous retrouvez dans les composants traditionnels de Panorama, de câbler le libellé, l'animation, etc. sur cet élément. Voilà, on va dire que ce composant-là, il est fini, il est opérationnel, et que je vais pouvoir l'utiliser aussi bien dans un composant standard, un composant fonctionnel, pour pouvoir afficher l'état d'alarme d'un équipement, donc un équipement physique, mais je vais pouvoir aussi utiliser cette représentation-là dans des éléments qui vont permettre par exemple de filtrer ou de lister des alarmes côté client, côté IHM, purement IHM. Et du coup, le composant d'IHM me permet aussi d'avoir un niveau supplémentaire d'abstraction, de configuration, de conception dans mon application, qui permet de regrouper tout ce qui va être comportement ou affichage des alarmes de manière centralisée dans un ou deux composants, et réutiliser dans les différents types d'alarmes que je pourrais avoir. Je peux avoir des dizaines de types d'alarmes différents dans Panorama, et dans la partie aussi IHM pour tout ce qui va être sélection ou filtrage des alarmes, synthèse dans la partie IHM pure. Donc voilà, on peut très bien donc utiliser un composant d'IHM dans un composant fonctionnel. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Nouveau composant fonctionnel, on va utiliser par exemple ALM soulignement type 1, qui va être un nouveau type d'alarme. Donc je vais m'appuyer sur une classe d'existence, et donc je vais dans ce composant m'appuyer sur le fonctionnement d'un objet alarme standard, et donc retrouver son interface et donc son comportement. Petite particularité des composants d'IHM, tous les composants d'IHM se matérialisent, existent à partir du moment où ils sont déclarés dans une vue. Donc on va appeler ça view par exemple. Et à partir de cette vue, je vais pouvoir créer un sous-objet qui est le composant d'IHM que j'ai créé auparavant. Je vais appeler ça icône. Et cette icône va avoir son comportement. Je vais câbler les propriétés là aux propriétés de mon alarme. Donc par exemple, on peut aller insérer une référence. On peut très bien aller chercher la propriété libellée de l'alarme par exemple. De la même manière, on peut insérer une référence et d'aller chercher la priorité de l'alarme. Ensuite, je vais incruster la représentation iconographique de mon icône dans ma vue. Un composant d'IHM n'a pas forcément de représentation visuelle, une vue pour fonctionner. Donc, ces propriétés peuvent servir d'interface suffisante pour gérer des listes, par exemple. On n'a pas forcément besoin d'avoir une vue dans une liste.
On peut aussi avoir plusieurs types de composants d'exploitation différents dans une même vue. On va utiliser par exemple un composant que j'ai déjà créé auparavant pour cette démo, qui va être une carte. Carte, c'est la représentation qu'on a vue par exemple dans Panorama Experience avec un dashboard et on a un regroupement d'informations au travers d'une carte qui est un petit élément rectangulaire ombragé. Je peux très bien je vais mettre à l'arrière-plan, voilà. Et on voit que ce composant est aussi assez bien élaboré, puisqu'il ne représente pas seulement le contenu de sa vue, mais je vais avoir des choses qui me servent de guide pour pouvoir caler des autres éléments visuels que je vais avoir à mettre dans ma vue. Et on va avoir aussi des notions d'encombrement et d'espacement entre les différents éléments, qui ne seront bien sûr pas visibles en exploitation lorsque je vais lancer mon application. Mais je vais pouvoir imaginer aligner différents éléments, les mettre à la queue leu, etc. Et du coup d'avoir des espacements réguliers entre les différents éléments. Donc, pareil, là je suis sur un niveau d'élaboration un petit peu plus sophistiqué de mon composant, mais qui permet à terme toujours de faciliter la vie et l'utilisation de l'outil Panorama Studio. Voilà, un composant fonctionnel qui contient une vue et qui contient deux éléments composants d'IHM ou composants d'exploitation. Ça, c'était le premier exemple que je voulais vous donner dans l'outil Panorama Studio. Il y en a un deuxième qui existe déjà depuis un petit moment, qui est disponible depuis longtemps. C'est un élément qui est dans la vue, dans le synoptique ASM de la vue ASM de la démo standard Panorama E2. Donc cette fonctionnalité est déjà disponible depuis le lancement de Panorama Suite 2020, depuis mars à peu près. Que l'on va retrouver, donc, c'est les éléments de tabulation, les différents onglets. Donc, je vous montre le résultat et ensuite je vous explique un petit peu comment c'est fait. Donc, on a des barres d'onglets dans la démonstration qui permettent de sélectionner un champ d'éoliennes, une ferme d'éoliennes parmi trois. Et en fonction de la ferme d'éoliennes qui est sélectionnée, on va avoir le détail des éoliennes qui la composent et donc une seconde liste d'onglets qui permettra de sélectionner la turbine, l'éolienne qui m'intéresse. Alors on va basculer sur la disposition ASM. L'idée c'est de vous représenter le site tel que le recommande l'ASM, donc 4 cadrans, une vue globale d'installation, une vue d'alarme et les différentes vues de détail plus ou moins approfondies. Et donc ce qui nous intéresse, c'est ce composant d'IHM ici qui est utilisé une fois ici et une fois ici, au travers d'incrustation. En fonction de la ferme sélectionnée, donc j'ai 3 fermes, ferme nord, est et sud, je vais avoir la liste d'éoliennes qui va se mettre à jour, puisque j'ai pas forcément autant d'éoliennes ou le même nom d'éoliennes sur les différents sites, et en sélectionnant une éolienne en particulier, je vais avoir le détail de cette éolienne dans la vue. Donc là je suis sur la ferme nord, éolienne 4. Ferme nord, éolienne 4, si je bascule sur sud, eh bien je vais avoir éolienne 4 ou éolienne 3, par exemple. Voilà. Et bien, ce comportement-là, il a été défini qu'une seule fois dans Panorama. Et à l'utilisation, on l'a paramétré pour pouvoir s'appliquer à chacune des situations. Donc ce composant-là, il est utilisé dans cette vue. Je vais donner des détails par ici. Donc on a une incrustation qui est permanente, qui est le menu principal de choix des fermes, fermes nord, sud et est. Et ensuite des incrustations dynamiques qui va m'afficher en fonction de la ferme sélectionnée eh bien, le détail de la ferme. Le bandeau ici de la ferme qui va m'afficher les différents onglets disponibles et bien sûr l'incrustation de la première ou de l'éolienne sélectionnée par l'opérateur. Et en pratique, je n'ai pas besoin de savoir comment est conçu cet élément pour pouvoir l'utiliser. On l'a ici, donc tabs, sous-tabs, north tabs et east tabs. C'est exactement la même barre d'onglets qui est utilisée dans 3 cas différents. Pour voir comment ça fonctionne, eh bien, je m'appuie sur les commentaires et les noms des propriétés qui sont renseignées. Donc là, j'ai le libellé de l'onglet. Donc on comprend bien que c'est le libellé qui va être affiché dans chacun des onglets. Ensuite, on a la vue qui est associée, donc la vue qui va être transmise à mon script de navigation, à l'incrustation de vue, si c'est utilisé directement. Et donc, quelque part, le lien bidirectionnel vers la propriété qui va recevoir la valeur de la vue à afficher. C'est très simple à comprendre. Du coup, sur les autres, on va avoir la liste des éoliennes et les vues liées à chacune des éoliennes de la ferme. On
peut voir que par exemple la ferme Nord a 6 éoliennes et moi, mon composant peut en gérer jusque 8. Mon composant d'exploitation, composant d'IHM d'onglets, est lui-même composé de plusieurs onglets qui ont leur représentation, qui est elle-même incrustée dans l'élément tabulation, qui lui-même sera incrusté de manière statique ou dynamique dans la vue réelle d'utilisation. Donc les comportements sont exactement les mêmes, et même les recommandations et les bonnes pratiques sont exactement les mêmes que pour les composants traditionnels, les composants dits fonctionnels, à quelques détails que je vais vous présenter juste après. On rebascule sur la partie présentation. Voilà. Les composants d'IHM ou composants d'exploitation ont des particularités qui sont toujours liées au comportement de la partie client, de la partie vue, la partie supervise de Panorama. Tout d'abord, les vues n'existent, les composants d'IHM n'existent que lorsque la vue haute qui les héberge existe aussi. L'incrustation en elle-même, l'incrustation d'une vue d'un sous-composant d'IHM, donc on peut le voir là sur la capture d'écran de l'application Explorer, la sous-vue de tabs qui est donc incrustée dans site main ASM à l'emplacement embedded view 0 est un raccourci vers le contenu de la vue, vers le comportement du composant d'exploitation. Donc toutes les propriétés à piloter ne sont pas dans la vue, mais ni dans le raccourci, mais réellement dans l'arborescence. Donc là, ça a un côté assez pratique. On va pouvoir piloter le comportement du composant d'IHM directement dans l'arborescence liée à la vue dans la vue haute. Le deuxième point, c'est lorsque les vues sont ouvertes, elles sont donc obligatoires, elles sont ouvertes automatiquement de manière autonome, elles sont forcément liées au poste d'exploitation, puisque ces vues-là sont reprises dans l'interface directe de Panorama. On peut aussi, bien sûr, les vues du poste d'exploitation, on peut les incruster dans une sous-vue ou dans une vue principale en exploitation. La particularité des composants d'IHM qui sont déclarés dans le poste d'exploitation, comme par exemple des outils de navigation, vous pourrez l'apercevoir dans la partie démo E2, des outils qui permettent par exemple de naviguer dans les vues précédentes et les vues suivantes qui ont été explorées par l'opérateur, créer des composants d'IHM qui sont des bandeaux, des dispositions, des systèmes de navigation. Eh bien, auparavant, pour faire ce genre de comportement, il fallait faire déjà de manière unitaire dans l'application, donc les recabler ou les recopier systématiquement de l'application en application. Et il fallait déclarer en général des classes utilisateurs sans implémentation. Donc c'est un nombre bien pompeux, juste pour pouvoir lister un certain nombre de propriétés de manière simple dans Panorama. Et ensuite, il fallait créer un comportement câblé des choses pour gérer les événements ou les interactions faites par l'opérateur ou automatiquement par le système. Et bien là, tout ça, ça devient inutile, puisque vous allez créer un modèle, ou vous allez utiliser un modèle de composant d'IHM qui va avoir toutes ces listes de propriétés au niveau de son composant, toute sa dynamique, et tous les sous-éléments qui pourraient être nécessaires, des formules, des calculs, des scripts de vérification, des vues, etc. Donc ça vous donne énormément de liberté et de réutilisabilité dans la conception des composants d'IHM, puisqu'ils vont être modélisés et regroupés dans un composant d'IHM, et donc facilement réutilisables et réexploitables dans différentes applications. Voilà pour la partie présentation. Je voulais juste faire 2-3 apartés sur des outils que nous utilisons et que nous recommandons. L'outil Miro, qui est un outil en ligne, donc attention aussi à la confidentialité des informations que vous pouvez mettre en place. Donc on l'a utilisé ici par exemple pour faire le mind map de ce web séminaire, de présenter différentes particularités. L'idée c'est aussi d'utiliser pour vous dans la conception de la navigation et de l'arborescence de vos sites, pour pouvoir avoir plus de clairvoyance. Rien de plus frustrant pour le développeur d'application de se rendre compte qu'il a oublié ou qu'il voudrait ajouter un élément dans un menu, un 8e onglet, un 8e bouton dans son IHM, et de finalement pas pouvoir le faire facilement parce qu'il n'y a plus de place sur sa disposition, et donc de devoir revoir sa disposition ou de factoriser ou de faire des sous-éléments. Voilà. L'idée c'est de prendre un peu de temps pour concevoir son application et de mieux la réaliser. Deuxième outil que je recommande, qui a été utilisé par le prestataire qui a réalisé Panorama Experience pour conception
design et d'ergonomie de l'IHM de Panorama Experience. Donc on voit ici par exemple la partie Codera Tower, avec un outil qui est en ligne, donc toujours pareil, attention à la confidentialité des informations que vous utilisez, qui est l'outil Figma, qui permet de faire des dispositions, des wireframes, des réalisations, des choix de couleurs, de police, d'espacement, de graisse, etc. Bien plus fin que ce que l'on va utiliser dans la partie réellement réalisation dans Panorama. Nous arrivons à la conclusion. Juste au départ de la conclusion, eh bien, vous présentez un petit peu les outils sur lesquels nous sommes appuyés, les lectures, donc principalement donc, une bibliographie. Je vous recommande l'UX Design et Ergonomie des interfaces de Jean-François Nogier. Donc la première partie est très orientée web et design mobile. Ça permet quand même d'appréhender un petit peu les comportements humains et les bonnes pratiques grand public de design d'interface. Donc si vous utilisez par exemple l'application mobile Panorama, vous avez peut-être des informations qui peuvent être utiles dans cette première partie. Le livre devient vraiment intéressant à partir du 5e chapitre où on va commencer à faire attention à la disposition des éléments, à la science cognitive, à la représentation des démarches et la progression de la réflexion de d'un utilisateur au travers de schémas et de représentations assez synthétiques des choses. Donc c'est vraiment une très très bonne approche, assez vulgarisante des choses assez complexes. Je vous recommande bien sûr à nouveau toutes les recommandations des guides ASM, on l'a déjà abordé dans le précédent webinaire, dont principalement l'effectif opérateur display design. Et un autre livre du célèbre Bill Holyfield, donc qui est à la base aussi de toutes ces recommandations du consortium ASM, qui est le High Performance HMI Handbook, qui représente non seulement la disposition des IHM, mais aussi des postes d'exploitation, avec le nombre de postes opérateurs, la taille des écrans, la distance des écrans centraux par rapport à l'opérateur, la taille recommandée, les différents types d'affichage, en fonction de l'éclairage, aussi en fonction de l'orientation de la pièce, de l'ensoleillement, et du cycle jour-nuit, etc. Donc beaucoup de questions et de réponses qui sont apportées à travers cet ouvrage. On notera aussi l'importance de la contextualisation des informations, dire que une mesure vaut 53 est peut-être pas très intéressante en soi. Si on est proche d'un seuil, si l'évolution est importante, si elle est critique, l'unité de représentation, les alarmes associées, visualiser la proximité des alarmes, etc. Donc toutes ces recommandations et ces bonnes pratiques sont source de bonne conception de l'IHM. Le dernier ouvrage que je vous recommande vivement, c'est l'Atomic Design de Brad Frost, donc qui est le pendant de la programmation orientée objet de Panorama et qui est la base de la conception d'un système design qui permet donc d'assembler des éléments simples, des atomes en molécules, en organismes, en éléments de plus en plus complexes et sophistiqués, qui permettent d'assurer une certaine cohérence dans la construction des IHM et aussi de se poser énormément de questions lorsque l'on crée ce système design. Pour la partie web, je vous recommande le blog UX République et le blog InVision. InVision, c'est un outil qui est similaire à Figma que je viens juste de vous présenter, qui est exactement dans le même carcan, qui est aussi un outil de conception en ligne. Pour les polices de caractère, je vous recommande deux choses. Donc Typescale qui permet de mettre à l'échelle les différents éléments. Donc, côté web, ça va être les titres H1, H2, H3 qu'on va retrouver dans les pages web ou dans les applications mobiles. Et pour la disposition d'IHM industrielle et professionnelle, qui vous permettent de hiérarchiser plus facilement les regroupements comme l'a présenté Céline tout à l'heure. L'outil Contrast Checker vous permet de visualiser l'importance d'une police de caractère sur un fond en fonction des couleurs choisies, puisqu'on a suffisamment de contraste entre les différents types de couleurs, mais aussi en fonction de la finesse de la typographie en elle-même, la graisse qu'on va ajouter à cette typographie pour atteindre un contraste suffisant pour garantir une certaine lisibilité en fonction des environnements, l'ensoleillement à l'extérieur, mais aussi des éventuelles déficiences visuelles humaines assez répandues. La dernière chose que je vous recommande, c'est un guide sur lequel on est tombé par hasard lors de nos recherches, qui est un guide de chez Rockwell, qui est le white paper sur le Process HMI Style Guide, avec de bonnes recommandations qui ressemblent beaucoup au consortium ASM, mais avec des pratiques un petit peu plus généralistes, qui permettent de s'appliquer non seulement à du situational awareness, la gestion des alarmes, mais aussi à vraiment l'exploitation d'installations industrielles. En guise de conclusion, bien sûr, un résumé des présentations générales que nous avons faites aujourd'hui,
deux outils, deux approches qui ne s'opposent pas, mais plutôt qui se complètent le plus souvent. Le design d'ergonomie UI/UX, qui, je souhaite vous sensibiliser un petit peu à la conception d'IHM ergonomique. Ce n'est pas que des paillettes, c'est surtout beaucoup d'approches scientifiques basées sur des études et donc sur des outils qui en découlent, des outils éprouvés depuis une vingtaine d'années, sur les aspects grand public principalement. Un petit rappel sur le design d'IHM dit industriel, avec les recommandations que j'ai déjà pu faire sur le guide ASM, sur le MUA, l'ISA 101, etc., qui sont particulièrement orientés métier et usage, comme l'a présenté Céline tout à l'heure. Et une introduction, bien sûr, à une fonctionnalité nouvelle de Panorama Suite 2020, qui est le composant d'IHM, qui permet de passer plus de temps à concevoir, à modéliser, à finaliser, à lécher un composant d'IHM qui sera réutilisé de manière intensive dans une application, voire plusieurs applications, quelle que soit l'utilisation qu'on peut en faire. On peut imaginer, bien sûr, donc je le rappelle, des boutons, des onglets, des pop-up, des menus, des boîtes de dialogue, des éléments de style, de filtres, d'IHM, de courbes, de trend, de navigation, de disposition de menus, etc. Le but étant aussi, grâce à ce nouvel outil, de mieux penser et aussi de mieux concevoir les composants que vous allez réutiliser, non seulement dans une même application, mais dans plusieurs applications. Donc, de mettre en place des outils et de travailler en amont la conception des composants et des IHM dans Panorama et dans d'autres outils. Eh bien, ce web séminaire se termine. Je vous remercie de votre participation.